Bonjour, bienvenue sur cette session sur le Product Ownership, pour l'importance du Product Owner dans la transformation agile. Je pense que c'est l'heure, donc on est timeboxé. Notre session, enfin la session va être présentée par moi-même qui était sur le programme quand on s'est inscrit. Aussi, j'avais mis comme co-auteur mon collègue Dragoș Dreptate, avec lequel on avait travaillé sur une transformation agile. Donc, il est là avec moi aujourd'hui, donc je te laisse présenter. Je suis coach agile chez Inspirit et donc on a travaillé ensemble avec Wana sur plusieurs transformations agiles de organisations assez importantes et notamment sur le sujet la place du product owner dans cette transformation. Donc pour commencer, puis comme je disais, nous sommes timeboxés. On va se piloter par la valeur, et puis puisqu'il y a un point question-réponse, et pour nous c'est très important l'interaction, on va commencer avec les questions-réponses. Comme ça, on est sûr que on a ça dans le programme. Et chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous des agilistes, enthousiastes, convaincus. On a transformé, comme disait Laurent, l'évangélisation dans un job description. Chacun d'entre nous a une idée de ce que c'est Scrum, parce qu'on est au Scrum Day, donc on va rester dans la définition de Scrum et ses vertus. J'aimerais que quelqu'un me dise dans un mot quelle est la valeur la plus importante que Scrum apporte à vos équipes. Qui veut... Un mot, une phrase. Le pognon de qui? Du client? D'accord. D'accord. L'implication. L'implication de tout le monde? La motivation. D'accord. Feedback. Qualité. Efficacité. Collaboration. Risque. C'est risquant ou prendre des risques? Risque. Minimiser les risques. D'accord. Oui. Création de valeur. Effectivement. L'épanouissement. Donc, nous avons un certain nombre de valeurs ou de choses qui sont très importantes pour vous en Scrum, et tout ce que vous avez dit, c'est très important. Effectivement, la collaboration, je pense que c'est un état d'esprit avec lequel on ne peut pas commencer à travailler en agile si on n'en a pas ça, si on n'est pas orienté sur la qualité, si on ne gère pas les risques, si finalement on ne fait pas gagner le pognon au client. Mais c'est l'idée de Scrum de base qui est le plus important, et je voulais vous la partager avec vous pour vous dire pourquoi on pense que le product owner est très important. C'est le focus de Scrum sur le produit, sur la création d'un produit. Ça, c'est et un produit en plus qui fonctionne, donc quelque chose qui fonctionne, un résultat, et qui est utilisable au plus tôt, donc qui est utilisable au plus tôt, et qui peut être donc qui est pertinent pour quelqu'un. Donc ce discours-là, l'idée du Scrum qui dit notre vision est de mettre en place un système, une dynamique d'équipe qui crée un résultat au plus tôt, qui est utilisable par son bénéficiaire. Qui est celui qui est plus sensible à ce type de discours parmi toutes les personnes qui sont impliquées dans une équipe? Est-ce qu'on se dit, du coup, est-ce que c'est le designer du produit, justement? Le designer du produit, il a envie d'avoir un beau produit qui est très ergonomique. Donc du coup, effectivement, il sera un outil qui est très facile à utiliser. Est-ce que c'est le développeur ou bien
l'utilisateur. Donc on peut créer un Blender qui est très design, qui est une prouesse technologique. D'ailleurs, parfois, parce que c'est très compliqué, c'est difficile à utiliser. Mais n'oublions pas qu'il y a un utilisateur derrière qui, en fait, il veut juste avoir un jus d'orange. Donc si on lui arrive à lui livrer un Blender qui fait un jus d'orange, il sera très heureux. Donc notre idée, du coup, à partir de ce moment-là, était de se focaliser pour amener cette idée de Scrum, de collaboration, de valeur de l'agile, les faire porter et les sponsoriser, tout d'abord et surtout par le bénéficiaire de Scrum qui est le product owner, et cela fait que les pratiques sont pérennisées. Oui, donc on a bien vu que le Scrum se focalise sur un produit qui fonctionne au plus tôt, mais il ne faut pas oublier les bénéficiaires. Donc, par expérience, ce qu'on a constaté, c'est que ceux qui vont bénéficier de Scrum, donc de ce produit qui va être livré tôt et va être fonctionnel, vont être ceux qui vont porter de la meilleure façon cette transformation agile. Et il faut pour ça les impliquer pour pérenniser Scrum. On a vu beaucoup de fois des organisations qui démarrent en agile, mais que ces pratiques, si elles ne sont pas portées aussi par le métier, par ceux qui vont bénéficier des produits qui sont créés en utilisant agile, la dynamique peut être perdue au fur et à mesure et n'aura pas la même valeur. La pérennité de tout ce que les équipes de développement peuvent faire ne sera pas la même si ceux qui vont vraiment profiter du produit ne sont pas impliqués tous les jours dans le déploiement et dans le soutien de l'infrastructure agile. Alors, du coup, ce qu'on avait imaginé, c'est de mettre en place une transformation en 5 actes qui implique le product owner, et le product owner pour comprendre quelle est cette dynamique de l'agile. Comme disait Dragos tout à l'heure, le constat qu'on avait fait, c'est si l'initiative agile vient d'autres équipes, qui sont des équipes de développement souvent, nous, on a constaté qu'il y a le fort risque de créer de ghetto agile. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a ce type reconnaît cette histoire dans laquelle finalement il y a des équipes de développement qui sont très enthousiastes, très contentes d'elles-mêmes, ils pensent de bien travailler, et d'ailleurs c'est vrai, ils travaillent très bien, et puis le métier en face dit de toute façon c'est encore une autre méthode IT et qui ne nous concerne pas. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose ? C'est très interactif comme... non, c'est exactement, c'est très vrai. On essaie de faire une transformation agile par le bas, et il y a une forte séparation, donc c'est difficile. Donc, effectivement, enfin, je n'utiliserai pas par le bas en fait. C'est une transformation agile par un bout. Et ce qu'on se dit justement, c'est que cette transformation agile, on n'arrive pas à la faire par un seul bout. Il faut qu'on la fasse de bout en bout, plutôt. Et le premier bout de la chaîne, c'est le métier. Donc commençons le changement en créant le déclic agile par ceux qui représentent le métier. Oui, Pierre ? Madame. Oui, monsieur. Vous séparez métier et développement ? Non, je ne les sépare pas. Non, je ne les sépare pas, mais il y a des compétences différentes. Donc si justement, ce que j'essaie de ne pas les séparer. Aujourd'hui, ce que je constate, qu'en général, ils sont séparés. Ils fonctionnent dans des départements différents, ils fonctionnent de façon séparée. Donc l'idée, c'est de les réunir. Donc si on revient sur la photo d'avant, puisqu'on est en train de éventuellement traverser un gouffre, ça serait bien qu'on soit ensemble et se soutenir. Mais il y a des compétences, par contre, ce que je pense qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des compétences différentes entre le métier et le développement. Et du coup, ces compétences, il faut les reconnaître, les respecter, qu'elles sont différentes. Voilà.
Oui, c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on essaie d'avoir ce discours-là, en disant. Mais effectivement, enfin, les MOA, et puis puisque tu me parles de MOA, Pierre, c'était le product owner. C'est pourquoi on parle de product owner et aujourd'hui, on se dit dans le premier acte, commençons le changement par créant le déclic dans les représentants métiers. Parce que on pense que le product owner, enfin moi je pense que le product owner, il est l'ambassadeur du métier. En tout cas, enfin, je pense qu'on dira pas. Mais c'est lui qui est l'ambassadeur, le représentant qui a la légitimité ou qui doit l'avoir, ou qu'on fasse en sorte dans le chemin de transformation qu'il soit l'ambassadeur des représentants métiers. Alors, pour créer ce déclic dans les représentants métiers, la difficulté les organisations d'aujourd'hui, peut-être moins le métier, mais les autres sont très orientées projet process et moins orientées avec le zoom sur un produit. Donc ça, c'est là où nous avons constaté, après vous avez peut-être d'autres expériences, les organisations ne sont pas faites en sorte pour créer des équipes qui répondent à cette vision de Scrum, avoir un résultat qui marche le plus tôt, donc un produit qui marche le plus tôt. Alors du coup, ce qu'on obtient, ou ce qu'on a vu aujourd'hui quand on est arrivé pour dire bah, super, on va faire de la transformation agile. Donc on prend les membres des équipes ou des équipes, on leur donne un certificat d'agilité et puis ils deviendront agiles. Donc ça n'a pas tout à fait marché comme ça. Ou on discute un peu avec eux et puis ils deviennent agiles parce qu'ils ont bien compris, bien sûr, ils ont bien compris. Maintenant, il faut qu'on leur donne aussi les moyens d'appliquer l'agilité. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ce qu'on a vu tout au moins. On dit, bon, il y a un projet, on définit un projet agile. Enfin, agile ou pas agile d'ailleurs, mais on va dire un projet agile. Donc, dans ce projet agile, n'est-ce pas, c'est le cercle ou l'ellipse bleue. Nous en avons de business analysts, des développeurs, un manager, un architecte. Et tous ces gens-là, on leur a dit, maintenant, vous formez une équipe, vous travaillez ensemble. Mais sur le terrain, ce qui se passe, c'est qu'en fait, chacun, ou ça arrive souvent, pareil, je fais appel à vous si jamais cette histoire ne vous parle pas ou bien elle vous parle. Chacun dans le membre de cette équipe, finalement, ils ont des liens plus forts et des objectifs plus forts, voire contradictoires, avec d'autres hiérarchies, avec d'autres équipes. Un architecte qui doit contribuer sur une équipe agile, finalement, il répond hiérarchiquement sur un management d'architecture et on lui donne des objectifs plus forts et plus contraignants que de contribuer dans ce projet. Donc du coup, il va faire du best effort sur le projet. C'est pareil avec les business analysts. On leur dit, ouais, bah, vous contribuez à 10% ou 20%, 30% sur ce projet. Et ce qu'on constate dans la réalité, et ça c'est un exercice qu'on avait fait avec les équipes, en fait, je vous propose de le faire. D'ailleurs, il faut que je cite Esther Derby, parce que c'est avec Esther que j'avais fait la première fois. Essayez de dire sur cette organisation, quand vous dites bah, on a une équipe projet, dessinez vos équipes projet, essayez de dessiner ces liens qui sont les liens les plus forts et quels sont les liens les plus faibles. Donc du coup, si on a des liens très forts avec des objectifs contradictoires en dehors des équipes projet, quelque part on a illustré, on s'étonne que finalement on n'arrive pas à livrer un résultat qui marche au plus tôt. On ne peut pas faire des équipes avec des membres schizophrènes. Et un des membres de ces équipes, c'est en fait aussi le product owner. Donc là, il n'est pas encore défini comme ça, mais non plus, il faut que le product owner, tout d'abord, on l'amène à lui faire comprendre et à faire comprendre à sa hiérarchie que ce n'est pas un travail à 10% de son temps pendant le déjeuner et qui va bien s'en sortir. Il faut arriver à construire cette transformation en transformant les organisations qui sont focalisées
process ou étapes de process vers une organisation qui est focalisée sur le produit, c'est-à-dire l'objectif simple, fort de cette équipe, c'est de livrer un produit qui marche au plus tôt, enfin, dans des sprints Scrum, par exemple. Donc c'est ça la première réflexion que nous avons fait en termes de transformation, et la transformation par le Product Owner, un des premiers qui fait partie de cette équipe, justement, parce que je pense que le Product Owner fait partie de l'équipe qui livre le produit, et le Product Owner, son objectif le plus fort, et il est le premier à l'avoir, c'est d'avoir un résultat qui fonctionne au plus tôt et qui répond aux besoins des utilisateurs. Donc, pour faire ça, en fait, c'est ce qui se passe dans une organisation. Je ne sais pas si vous avez aussi cette expérience en disant tout cet ensemble de belles choses. Ce qui est le plus difficile, c'est finalement de choisir les bonnes personnes pour le rôle de Product Owner. Parce que c'est bien beau de dire, bah voilà, toi tu es Product Owner et tu es garant de la valeur délivrée. Maintenant, c'est très important que ces Product Owners, je parle en termes de communauté, ont d'une part la légitimité vis-à-vis du métier, donc ils peuvent décider qu'est-ce que c'est la valeur métier, la plus grande valeur métier, et en plus, qu'ils puissent aussi déjà avoir la disponibilité pour avoir le feedback rapide, comme disait, je ne sais pas si c'est Pierre ou Jean-Claude, le feedback en continu, donc il faut qu'il soit disponible, et en plus avoir la légitimité vis-à-vis aussi des équipes IT. Donc c'est un rôle qui est très difficile. Donc choisir les bonnes personnes qui peuvent être des product owners, c'est particulièrement difficile dans les organisations. Et s'il faut laisser le temps, ce qu'on dit, il faut laisser le temps qu'il faut pour faire le bon casting, en fait. Trouver le bon casting. Et que les personnes qu'on a choisies sont aussi confortables avec ça. Donc, quand on a trouvé ces personnes-là, qu'on leur a donné le déclic, l'envie pour faire de l'agile, la prochaine étape, c'est de les rassembler et ensuite, merci Dragoche, ensuite le faire contribuer à la création interne d'un écosystème de product owners. Donc avoir une communauté des pairs qui se soutiennent. Donc, et rendre par ce biais aussi la transformation soutenable. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est à toi, Dragoche. Donc, on a bien compris l'identification et il faut comprendre le rôle du Product Owner, l'importance de ce rôle dans une organisation qui veut partir en Scrum. Mais une fois qu'on a compris que le rôle du Product Owner est essentiel, il est un rôle pivot pour la réussite de nos projets, il faut aussi faire attention que ces personnes qui sont choisies comme étant Product Owner acquièrent les compétences, la capacité de bien mener leur mission. Donc, à partir de là, on va s'attacher à travailler sur le savoir-être et le savoir-faire nécessaires pour la personne qui endorse la mission de Product Owner. Et on est bien là dans le savoir-être. On a une personne qui, comme je disais, c'est une personne pivote dans la relation entre l'équipe de développement et les équipes métiers. C'est le représentant du métier. C'est celui qui va devoir travailler avec le métier pour comprendre leurs besoins. Donc, c'est quelqu'un qui doit savoir communiquer, qui doit savoir comprendre un besoin, qui doit savoir parfois et très souvent négocier avec les différents partenaires métiers, avec différents utilisateurs sur le contenu, le périmètre d'un produit. C'est aussi quelqu'un qui doit être un bon communicant parce qu'il doit rendre concrète ces besoins utilisateurs vers l'équipe de développement. Il doit porter la vision du produit à construire. Je t'ai bugué. Ah ben c'est pas grave. Désolé. On était bien là. Donc, sur le savoir-être, mais aussi sur le savoir-faire. Une fois qu'on possède les qualités pour communiquer et négocier, il y a aussi des techniques qu'on doit employer
pour bien capter le besoin, pour bien le transformer dans un backlog qui est utilisable par les équipes de développement, pour bien animer des ateliers avec des représentants métiers, par exemple. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est tout d'abord de former via une instance d'apprentissage soutenue par des pairs. Wana disait tout à l'heure, une fois qu'on a identifié le product owner, il faut les rassembler. Une fois qu'ils sont rassemblés, on crée une communauté de product owners qui est capable de se soutenir par les pairs et de passer l'expérience, de capitaliser sur tout ce qu'ils ont pu vivre dans leurs organisations, sur du concret, et de monter en compétence de nouveaux product owners par ceux qui ont déjà fait ce travail, qui ont endossé cette mission et qui ont une expérience du terrain. Aussi, on parle agile, on est dans un monde agile, donc ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est créer un environnement de confiance. Le product owner, pareil comme un développeur, comme toute une équipe, il peut être inconfortable dans sa nouvelle mission, c'est un point de responsabilité et un point de succès très important dans le succès ou l'échec d'un projet. Donc du coup, il faut donner un environnement de confiance, donc un filet de secours qui est notamment par jugement. Ne pas avoir un jugement, ne pas dire c'est un bon product owner ou c'est un mauvais product owner. Être dans l'esprit de la première directive de la rétrospective, si vous la connaissez, qui est tout le monde... Vous connaissez le postulat de la rétrospective? Qui connaît le postulat de la rétrospective? Ok. C'est peu. Ça serait bien peut-être de le rappeler, parce que c'est vraiment, je pense que c'est une des valeurs fortes de l'agilité. Tu veux le dire? Oui, donc grosso modo, la première directive de la rétrospective dit en partant dans une rétrospective, il faut être conscient que tout le monde a fait le maximum et il était de bonne volonté dans le travail qu'il a accompli. Donc on n'est pas là dans une rétrospective pour chercher le coupable, pour chercher à qui la faute, mais on se dit tout le monde a essayé de faire son maximum par rapport à l'information et aux compétences qu'il disposait à ce moment-là, et partons sur le système, une rétrospective sur l'ensemble de comment on travaille pour s'améliorer, mais sans chercher un coupable. Être dans une démarche positive, essayer de s'améliorer, au lieu d'être dans une démarche trouvons le coupable pour sortir le bateau. Donc, l'idée ici, c'est... Personnellement, le postulat de la rétrospective, c'est un des valeurs qui m'est très cher et du coup, on essaie de l'appliquer tout le temps. Je pense qu'à Dragos, c'est pareil. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est capitaliser sur l'expérience telle qu'elle est l'expérience. Donc là, on a dit, bon, vous ferez des bons PO. Hein. Ils n'étaient peut-être pas encore des product owners, mais capitaliser sur leur expérience qui est passée, sur leur expérience en tant que représentant métier, business analyst, architecte fonctionnel, chef de projet. Enfin, je ne vais pas entrer dans le débat de qu'est-ce que ça doit être un product owner, ça devrait être dans une vie antérieure. Et aussi, s'ils ont des expériences de product owner, parce que souvent, ils ont déjà une expérience de product owner sur un projet agile, justement, l'idée, c'est ne pas juger, finalement, vous n'avez pas bien fait. Vous n'étiez pas un bon product owner. Voilà. Ça, c'est très important. Après, après avoir créé cette communauté, ce déclic de vouloir aller vers l'agile, parce qu'agile répondra aux utilisateurs, de leur donner le désir de faire une communauté de product owners ensemble, finalement, on passe sur une dimension apprentissage, formé, mais c'est ce que, du coup, nous, on chérit beaucoup, c'est de faire des formations sur mesure sur cette communauté de product owners telle qu'était identifiée. Donc, mais pourquoi? Parce que, on va dire qu'on part du chou, mais je ne vais pas dire quelque chose de nouveau, je pense, mais on vise le riz parmi les participants de cette communauté. Pareil, je ne veux pas parler du chinois, en l'occurrence du japonais, sans que personne ne me comprenne. Le modèle Shuari, est-ce que il y a qui connaît le modèle Shuari?
Ok, donc du coup c'est un modèle qui vient des des sports martiaux, de l'apprentissage des sports martiaux japonais, que l'agilité l'a adopté. Il est très enthousiaste. Le niveau Shu, c'est le niveau novice, apprenti. Il y a un deuxième niveau qui s'appelle le niveau A, HA, qui est le niveau dans lequel on peut appliquer des pratiques d'une façon compétente, on devient compétent. Et le niveau RI, c'est le niveau expert. C'est là où finalement, pas seulement on peut aussi enseigner aux autres, mais on peut faire évoluer les pratiques. Parce que pour moi, le niveau on peut apprendre aux autres, ça reste dans le niveau A. Donc, bon, il y a d'autres modèles de compétences qui existent sur le marché, mais bon, ça c'est assez simple et assez populaire dans le monde agile. Donc, pourquoi on forme sur mesure cette communauté de product owners pour que eux-mêmes on vise qu'ils deviennent des experts pour porter cette transformation soutenable par l'interne. On parlait tout à l'heure, il y avait sur un des textes plutôt la transformation pérenne. Donc si la transformation n'est pas portée par cette communauté de personnes auxquelles on a créé le déclic, donc si on leur donne pas les techniques pour qu'ils puissent la porter, elle ne sera pas pérenne. Dès qu'on parte de là, nous en tant que consultants, accompagnateurs externes, où on tourne le dos, on n'est pas très sûr que toutes ces bonnes pratiques vont continuer à être appliquées. Donc, si on n'a pas réussi à convaincre les gens que c'est utile pour eux, nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que nous avons eu du succès. Donc, du coup, ce qu'on a mis en place pour cette formation sur mesure qui vise à former des experts, c'est de créer plutôt un espace d'échange sur lequel on donne des idées et c'est plutôt les participants qui créent et qui finalement s'enseignent entre eux. Après, il faut faire attention justement à leur niveau initial de connaissance pour ne pas se perdre sur la route. Mais l'idée, c'est, je reviendrai à la fin, l'idée, c'est d'appliquer le modèle qui est faire de la formation du fond de la salle. C'est-à-dire, on n'est pas justement comme nous ici, malheureusement, en train de vous raconter une histoire, que vous croyez ou pas, plutôt rester assez peu impliqué dans l'histoire ou raconter l'histoire, plutôt faire les participants à ce type de formation à apprendre ou à s'enseigner entre eux, après avoir donné un certain nombre de repères. Donc, la formation elle-même, en quoi elle consiste? On est bien dans une formation interactive créée et donné par cette communauté de product owners. Et quand on dit interactif et soutenu par les pairs, on pense rapidement à l'exemple. Moi, en tant que product owner, je peux expliquer à mes compères qui veulent monter en compétences comment je le fais aujourd'hui, comment je fais mon travail, comment ma mission de product owner est accomplie aujourd'hui. Donc, on a imaginé un cursus de formation sur l'exemple. Et la première partie de cette formation, la montée en compétences, passe par la compréhension de l'écosystème du product owner. Où se place, et en fonction de l'organisation, la place du product owner n'est pas toujours connue ou n'est pas toujours simple à appréhender. Dans les grandes organisations où on a participé à d'autres transformations, on a bien vu que le product owner, on est dans une toile d'araignée. Il a à interagir avec plein d'entités, avec le métier qui est représenté par des différentes divisions et qui peut impliquer beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de contributions dans un projet agile parce qu'on est quand même dans des organisations qui sont encore bâties sur le modèle des silos. Donc travailler avec beaucoup de représentants de différents centres de compétences ou pôles technologiques. Donc
tout d'abord, il faut que le product owner se situe bien, il sache avec qui il doit travailler et quel type d'interaction il a avec les parties prenantes dans sa propre organisation. Et je voulais vous poser une question. Enfin, en général, ici, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Alors, le product owner se positionne comment par rapport à, et là, si, je voudrais bien savoir si vous avez eu ce type de questions et par rapport à quel autre rôle? Si quelqu'un veut dire. Par rapport à Scrum Master? Ok. Marketing, ouais, on va parler des représentants marketing par Scrum Master. Alors, on a d'autres exemples par rapport au chef de projet, par rapport au chef de produit. Quel est le rôle de... Ça, c'est plutôt dans les organisations, effectivement, marketing ou orienté en fait produit. Par rapport au manager hiérarchique, ce qu'on appelle line manager, par rapport à le responsable d'unité. Donc, en général, on collecte tout un tas de questions comme ça. Finalement, bon, ok, on a inventé ce rôle de product owner, mais on a une organisation aujourd'hui. Et comment on le positionne dans cette toile d'araignée qui est l'organisation d'aujourd'hui. Et quand je dis toile d'araignée, pareil, c'est pas un jugement, c'est comme ça. C'est le constat. Ce sont des organisations, parfois, plus les entreprises sont grandes, plus les organisations sont complexes et plus elles sont matricielles, en plus. Enfin, il y a aussi la double responsabilité ou double accountable, oui. D'ailleurs. Et ce qu'on constate, c'est que l'organisation sont moins flexibles que la mise en place d'une transformation agile. On peut bien expliquer ce que ça implique au niveau organisationnel, une transformation agile. On n'est pas prêt de changer cette hiérarchie, cette vision matricielle qui existe dans la plupart des grandes organisations pour caler sur quelque chose qui serait plus pertinent pour un processus agile. Donc, une fois que le product owner se situe bien dans son environnement, et il a bien compris avec qui il doit travailler. Le deuxième point très important, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est de comprendre sa mission. Sa mission, c'est de s'approprier le produit et de le porter tout au long de ce projet ou tout au long de sa création. À partir du recueil de besoins, de la création de la vision du produit, et jusqu'à la mise en production, à la satisfaction du client final, de l'utilisateur qui va s'en servir. Et ce qu'on appelle, on n'a pas réussi à traduire ça en français, c'est le product ownership. Donc, s'approprier le produit. Et ce product ownership, pour nous, c'est une affaire de convergence. Parce que, comme je disais, on commence avec une vision qui au début est assez floue. Il y a un besoin, faire ci, faire ça, répondre à une requête du marketing. Et au fur et à mesure de l'avancement du projet, cette vision va se focaliser et l'objectif du product owner, c'est de partir de cette vision, de la construire, de la partager avec tous ceux qui sont impliqués, mais vraiment tous les parties prenantes du projet, et de converger à la fin vers ce qu'on appelle dans Scrum le backlog qui est implémentable. L'équipe de développement elle a besoin d'un backlog pour pouvoir avoir quelque chose à implémenter. Donc ce parcours et ce parcours de convergence, on le démarre tout d'abord par la création de la vision produit. Donc là, on est dans la formation de Product Owner, on est bien sur des ateliers qui sont censés expliquer au Product Owner comment travailler pour cristalliser la vision, cristalliser et partager avec tous ceux qui sont concernés la vision du produit à faire. Mais tout d'abord, déjà lui, il doit comprendre qu'est-ce qu'il faut construire. Donc, avec des ateliers, peut-être que vous connaissez les ateliers Innovation Games, qui connaît Innovation Games. Oh, voilà, vous étiez présent à la keynote, c'est bien. Donc, on utilise des ateliers type Product Owner pour Product Box, pardon, pour travailler le Product Owner, le Product Box, pour travailler avec des équipes marketing, avec des utilisateurs, avec les représentants métiers, pour connaître quel est le besoin, quelle est la vision du produit, qu'est-ce qu'il faut construire. À partir de là, il y a d'autres types d'ateliers comme le Prune de Product Tree qui va nous permettre
de travailler sur un ensemble de features du produit pour voir si quelle est leur valeur métier et construire ce qu'on appelle l'arbre du produit, voir si des différents features, les différentes branches de notre produit sont équilibrées, est-ce qu'elles sont assez parlantes pour ceux qui vont attendre le produit. Donc ça, c'est un autre type d'atelier qui peut être fait par le product owner pour animer ses représentants métiers, ses utilisateurs, et discuter et construire ensemble le périmètre fonctionnel, tout en tenant compte de la valeur métier apportée par les différentes fonctionnalités. Une fois qu'on a le périmètre, j'ai sauté une phase, mais c'est aussi la priorisation qui peut être faite, une construction de roadmap des différents ateliers par des jeux agiles ou innovation games qui sont là pour faciliter l'interactivité entre le product owner et les différents représentants. Pour converger à la fin, on va utiliser des ateliers de type story mapping. Est-ce que ça vous parle? Qui connaît story mapping? Voilà, du monde. Donc, qui est une technique utilisée pour transformer un processus métier dans un backlog utilisable par les équipes de développement. Et là, on va retrouver bien sûr nos user stories exprimées telles que le Scrum le prévoit en tant que type d'utilisateur. Je veux une fonctionnalité afin que j'obtiens une plus-value métier. Mais aussi, on va embarquer tout de suite, on va être dans une démarche BDD, Behavior Driven Development, et on va embarquer des tests qui sont là pour expliciter les user stories pour pouvoir les valider. Et là, on va utiliser un formalisme qui est promu par le BDD, qui est en anglais given, when, then. Donc, étant donné une situation, on décrit le contexte actuel, où quand je fais une action, then, alors j'attends un certain résultat du système. Alors, ce qui est important dans ce parcours convergent que Dragos vous a présenté, c'est amener ces groupes de personnes auxquelles on confie le rôle de product owner sur un chemin qui n'est pas simple. Comme je dis, ces responsabilités sont extrêmement vastes et complexe. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir la vision produit, donc justement quelqu'un de marketing par exemple, ça peut être le PDG d'une société, c'est lui qui a la vision de la valeur de l'entreprise, jusqu'à celui qui arrive à avoir détaillé suffisamment bien des fonctionnalités, donc les user stories, et décrire les tests qui vont avec. Donc il va falloir avoir le pair. Donc c'est en termes de profil ou d'exercice intellectuel, il n'est pas simple. Donc l'idée de ce parcours qui est aussi convergent, l'idée de convergence nous plaît beaucoup, de la vision vers le détail qui peut être implémentable et qui peut nous donner du feedback, de le construire sur la base des jeux et faire ce chemin, en avoir vraiment les mains dans la cambouille, c'est une façon qui nous a paru efficace pour, d'une part, le faire prendre connaissance de la nouvelle posture, donc c'est le savoir-être, Dragos je citais tout à l'heure, et aussi lui apporter des techniques de product ownership sur lesquelles il va se baser dans son travail de tous les jours vis-à-vis des autres acteurs avec lesquels il va interagir, entre les utilisateurs clés, ces utilisateurs clés, et l'équipe de réalisation qui vont le solliciter d'une façon continue. Donc, épilogue, c'est un peu le parcours une partie du parcours que nous avons mis en place, parce que on a pris cet exemple de formation qui est soutenu par les pairs, mais de là, en implémentant cette étape-là de la transformation des product owners, on a appris quelques leçons. Donc là, on a appris quelques leçons, et la première question avec laquelle on s'est confronté, c'est quelle est la place du product owner, de ce rôle de product owner dans l'évolution professionnelle de celui qui va endosser ce rôle.
Et notamment toujours dans les grandes organisations, ce rôle n'existe pas, bien sûr. Et c'est un problème parce que les personnes ne se retrouvent pas. Moi, je suis aujourd'hui chef de projet, par exemple. On me parle de product owner, mais dans la hiérarchie, dans ma fiche de mission, je vais rester quand même chef de projet, ou je vais rester business analyst. Donc, quelle est la place de ce product owner dans ma vision de carrière? Donc, la réponse qu'on a pu apporter dans ce type d'organisation, c'est d'imaginer que le product owner n'est pas un rôle, mais c'est plutôt une mission qu'on va accomplir. Donc, on peut être bien rester chef de projet, business analyst ou représentant marketing pour une période ou plus ou moins longue du projet. On peut avoir la mission de product owner. Donc ça, c'est quelque chose qui peut passer mieux dans des grandes organisations, de basculer d'une vision rôle vers une vision mission. Alors, effectivement, c'est ce qu'aujourd'hui on porte plutôt ce message-là. Je ne suis pas sûre que c'est la réponse ultime, mais ce qui nous plaisait pour s'engager dans une transformation où les personnes ne perdent pas leur repère, c'est-à-dire, en fait, on est justement dans la focalisation pour avoir un résultat. Donc, on a un objectif qui est clair, le produit, et du coup, l'équipe qui y contribue, ils ont tous plutôt des missions, qui sont des missions, on va dire ponctuelles, enfin même si c'est sur une période de temps qui peut être plus longue, mais tout au moins par rapport à une vie professionnelle, on peut les considérer ponctuelles, et ils sont à 100% de leur temps. Cette idée de mission nous a semblé que parle mieux, répond mieux à cette contrainte exigence d'être présent à 100% de son temps comme product owner. Oui. Ensuite, ce qu'on se disait, c'est plutôt créer, ce qui marche bien, c'est plutôt créer des cercles d'influence plutôt que des communautés de pratique. Alors, je ne sais, pareil, peut-être que c'est une expérience qui vous parle. Il y a beaucoup de communautés de pratique dans les grandes entreprises. Parce qu'il y a une nouvelle initiative, on va faire une communauté de pratique. Bon, et qu'est-ce qu'elle fait, cette communauté de pratique? Une fois par mois, elle va prendre un déjeuner ensemble, et cette date-là, elles vont discuter. Et en général, ça se perd dans des discussions au déjeuner, et parfois ils n'ont pas le temps parce que de toute façon, ils ont quelque chose qui est plus important que de discuter sur ces pratiques-là. Et du coup, ce qu'on a dit, c'est de dire ou déclarer qu'on crée une communauté de pratiques, ça ne marche pas tel quel, parce que ce n'est pas valorisé dans leur travail, dans le travail des gens, finalement, et que ça ne crée pas de la motivation intrinsèque. Donc du coup, ce qu'on appuie, nous, plutôt, c'est de créer ou encourager la création des cercles d'influence, c'est-à-dire des gens, justement, des agents de transformation qui sont motivés à partager leur expérience, qui sont eux qui se mettent en avant en disant « je veux partager le fait que j'ai eu le déclic et puis je pense que c'est ça la bonne solution, donc je veux le partager avec les autres. Je veux contribuer pour que ce changement prenne place dans les autres organisations et que ces gens-là s'identifient et ce cercle-là se crée d'une façon autonome. Encore une fois, c'est l'idée de l'autre organisation. Il faut par contre l'encourager, donc donner tous les signes pour dire ceux qui sont moteurs sur ce type d'initiative sont valorisés. Ce n'est pas un hobby sur lequel ça sera sympa d'écrire sur la newsletter. Donc un peu plus de motivation que ça. Et du coup, ils peuvent aussi, c'est reconnu que cette contribution a de la valeur, donc ils peuvent vous donner du temps. Donc c'est pareil, il faut un certain courage pour soutenir ce type d'initiative. Et aussi... D'autres points qu'on a appris, c'est
Déjà, on parlait de le savoir-être, le savoir-faire du product owner. Le savoir-être implique un changement assez important dans l'état d'esprit. Donc l'état d'esprit est très important dans l'agile, vous le connaissez, et se mettre dans un état d'esprit qui favorise la mission du product owner n'est pas chose facile. Mais aussi, on a constaté que côté savoir-faire, côté technique, il y a des difficultés. Et notamment, quand on a parlé de spécification par l'exemple, qui est une des moyens de faire de behavior driven development, donc spécifié en donnant l'exemple effectif. Il y avait des grands blocages auprès des product owners qui ne comprenaient déjà pas au début le concept et qui n'arrivaient pas à sortir d'une vision très abstraite du produit et de se impliquer, de trouver le bon exemple pour une fonctionnalité donnée. Donc ce changement de culture, il est au début, il bloque un petit peu et il faut vraiment donner des exemples et être aidé par ses pairs pour pouvoir trouver la plus-value, comprendre comment on va pouvoir spécifier par les exemples et comprendre aussi quelle est la plus-value de faire ainsi. Quand on parle de changement culturel, enfin, on pense vraiment culturel. Aujourd'hui, je dis bon, enfin, en tant que product owner, n'est-ce pas, vous allez écrire des user stories et vous savez quoi, enfin, en fait, c'est un package. Vous n'écrivez pas le user story sans donner le test, le user acceptance test à côté. Donc, du coup, on fait du ATDD ou BDD, enfin, tout ce qui est lié dans cette famille-là. En disant ça à une communauté des nouveaux product owners, une des réactions qu'ils peuvent avoir, en fait, mais moi je suis bien plus compétent qu'à écrire des tests. Aujourd'hui, dans les organisations, le fait d'écrire justement des tests ou faire de la recette, culturellement, est positionné différemment. Et donc ça, c'est un changement culturel qui est important, on dire faire des tests, c'est très important. Faire des tests, ce n'est pas une marche hiérarchique inférieure. Au moins c'est ce que nous avons constaté. C'était assez difficile de dire je suis product owner, donc du coup je suis responsable du produit. En plus, vous me demandez d'écrire des tests, des cas de tests. Enfin, je sais pas, ça fait pas partie de ma compétence. Donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment le changement culturel. Dire oui, ça fait partie de vos responsabilités et c'est très important parce que sinon on n'aura pas ce résultat qui marche. Je reviens toujours je boucle sur cette idée. Et sur l'apprentissage sur les pairs, donc ce qu'on disait, l'expérience que nous avons mis en place, c'est de faire de l'apprentissage par des pairs. Donc échangeons vos expériences. En s'appuyant sur l'apprentissage collaboratif par des pairs. Donc du coup, parce qu'on échange sur ces expériences avec un certain nombre de techniques et des repères, on peut dire en fait finalement voilà ce que moi je ne faisais pas bien et toi tu faisais bien, et du coup on peut faire un maillage d'expérience. Donc ça c'est très important et marche bien, mais si on l'a bien préparé, s'il est bien compris. Donc je reviens sur l'idée ou le modèle d'une formation, on va dire, c'est si on met le mot formation, en général les personnes sont conditionnées, je viens, je m'assois pour apprendre, donc je vais prendre des notes, donc c'est très ex cathedra. Bon, effectivement, il y a un certain nombre des ateliers interactifs où on apprend aussi un certain nombre de techniques, donc ça aussi c'est assez accepté. Mais cette idée qui est un décalage, on va dire, d'attente, de mode de démarche et d'attente, qui est, en fait, vous allez vous apprendre entre vous. Il marche bien, mais si cette règle du jeu, elle est bien exprimée dès le début. Et si on leur dit, en fait, c'est vous les agents de changement de demain. Donc c'est pour ça que finalement, vous allez aussi vous apprendre entre vous.
Cette règle doit être bien énoncée, bien comprise et bien vérifiée qu'elle est bien comprise. Tout à fait. Donc bien sûr, avec les leçons les leçons apprises, il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer et comme dans tout bon processus agile, il faut itérer. Il faut repasser par ces 5 actes, se reposer la question, faire un bilan de qu'est-ce qui a bien marché. Nous, on commence par une formation pilote au début. On voit comment ça marche, on l'adapte en fonction de l'état de maturité aussi du product owner, parce que parfois on peut viser plus haut et se retrouver avec des personnes qui sont un petit peu dépaysées dans ce type de formation. Donc il faut s'adapter, il faut toujours voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer pour apporter le meilleur soutien aux product owners pour qu'ils se sentent en confiance et qui sont capables de bien porter leur mission tout au long du projet. Je pense qu'après, il y a un petit peu de lecture, n'est-ce pas? Oui, donc, on a quelques références sur ce qu'on avait utilisé, idées, sont notre source d'idées. Donc, bon, le Training from the Back from the Room, c'est un livre formidable, mais qui date, je crois que c'est des années 70, je crois. Bien sûr, les spécifications, par exemple, pour tout ce qui est écriture de user story, les innovation games, on les avait cités. Et puis, c'est ce qu'on avait mentionné, et d'ailleurs, il était mentionné aussi avant, c'est le modèle ADKAR de transformation. Donc, créer l'awareness, de voir qu'il faut changer, créer le déclic, le desire. Et après, mettre en place un système de training pour créer le knowledge et soutenir l'habilité, la compétence, qui est un modèle défini par Jeffrey Hyatt. Voilà. Pas par Jochen. Oui, je sais. Mais du coup... Et puis, je pense que nous avons fini ici. Les auteurs de cette pièce vous disent merci. Merci beaucoup. Et il nous reste 10 minutes pour des questions, si vous en avez. Oui. Merci, madame. Bonjour. Vous avez terminé vos slides par itérer pour améliorer. Tout à fait d'accord. Par contre, au préalable, je n'ai pas bien cerné le fait de dire que le product owner, on délivre au product owner une mission. Moi, en tout cas, par expérience, tout product owner, tout product manager au préalable à qui j'ai délivré une mission, ça ne marche pas. Ça marche que lorsque c'est une fonction, que lorsqu'il a bien itéré pour améliorer, parce que dans tous les cas, le premier projet pour un product owner, il va essuyer des plâtres, ça ne va pas marcher. Sinon, c'est un miracle, même s'il est coaché, etc. Il aura toujours des problèmes, surtout s'il vient du classique product, chef projet, product qui n'a pas l'habitude de travailler avec des user stories, des timebox, etc. Donc, j'ai une petite réserve sur la mission d'un product owner qui me semble un peu une mission à risque. Déjà, on lui donne pas cette mission, c'est lui qui va se sentir ou pas capable de porter cette mission. Si on est dans l'esprit agile, on va pas obliger quelqu'un d'être product owner tout d'abord. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que ça implique. Il faut comprendre si cette personne est la bonne personne. Et une fois que les compétences, par exemple, est-ce qu'on connaît le métier? Est-ce qu'il y a une capacité de comprendre le besoin métier, d'interagir avec le métier? Est-ce qu'il a les bonnes qualités? Est-ce que c'est une personne qui fera un bon product owner? Après, bien sûr, il faut itérer, même en tant que product owner, essuyer des plâtres et s'améliorer. Mais une fois que les prérequis sont là, il y a tout pour faire monter en compétence et surtout ne pas juger le product owner après sa première itération Scrum. Je dis, bah non, notre product owner, on a livré 0 story points parce que le product owner, il est nul et il n'a rien compris de sa mission. Juste pour ajouter, effectivement, voilà, il peut, au début, personne n'a la science infuse, donc il peut se planter. Mais ce qui est important, oui, c'est qu'il a le droit à l'erreur. L'idée de mission, c'est dire il est dédié
à ça. Enfin, il est dédié 100% à ça. Et puis après, dans cette mission, il a le droit à l'erreur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, là, j'ai une question sur les cercles d'influence. Comment vous avez fait pour les initier, les stimuler, faire en sorte que ça dure? En fait, on ne sait pas encore exactement combien de temps ça dure, mais l'idée, c'est d'avoir des instances où on crée cet échange par les pairs, training, mais tu identifies les personnes qui sont moteurs et porteurs d'un sujet. Donc du coup, et puis tu reconnais un peu l'histoire, elle se porte d'elle-même en disant, voilà, ça serait intéressant de faire ça. Ensuite, c'est plus un travail avec le management, et c'est là où on a eu de la chance en disant, ces personnes-là, elles veulent contribuer. Maintenant, ils ont aussi d'autres missions, il faut que ce travail soit reconnu. Voilà. Il faut rattacher ces cercles d'influence à une vision plus globale de la transition, de la transformation agile, et bien repérer quel est l'objectif de chacun des cercles d'intérêt et comment leur travail se place dans le contexte d'une transformation qui peut prendre beaucoup plus de temps que l'existence du cercle d'influence. Par exemple, si je donne un exemple concret, il y avait un cercle d'influence suite à un atelier qui s'est créé, qui a émergé, qui était comment on va travailler avec notre client métier qui ne fait pas partie de notre organisation, comment on va le sensibiliser à l'agile. Ça fait partie de toute une transformation qui va prendre 1-2 ans et qui va constituer de guide pour les prochains product owners, comment je sensibilise mon partenaire métier à une démarche agile, par exemple. Il faut bien que ces cercles se situent dans la transition globale. Bonjour. Est-ce que le fait d'attribuer une mission au product owner plutôt qu'un rôle dans la structure de l'entreprise, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut constituer dans l'avenir un frein à la transformation complète liée à une autosatisfaction du management, puisqu'au final, on arrive à faire fonctionner les product owners, on n'a pas changé sa hiérarchie, il est content, tout va bien, c'est Noël, et sa transformation, il risque de l'arrêter avant qu'elle soit terminée, du coup, avant d'avoir commencé à penser de manière agile au niveau entreprise. En fait, l'idée ici, c'était... on a essayé justement de dire, voilà, on se projette dans la transformation et on transforme les rôles. Ce qu'on constate, comme dans les équipes, comme dans un projet Scrum, c'est que ça, c'est une épique avec une énorme complexité. Donc, si on s'attaque à bien la détailler ou la planifier, la spécifier en détail en avance, je pense que la transformation agile, on va la faire en waterfall et dans 10 ans. Donc du coup, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt une solution intermédiaire parce que ces choses sont trop complexes et on a trop de questions à répondre. Maintenant, ce que je vois, c'est que finalement, en avançant, et c'est pareil, c'est un agile ailleurs que dans le product owner, en avançant, les solutions se relèvent. Voilà. Je veux dire, voilà notre décision pour qu'on attend l'étape N+1, c'est ça. Et puis à l'étape N+1, finalement, justement, là, ils commencent à définir des job descriptions pour les product owners et que ça soit valorisé parce que justement, c'est un pivot, c'est une vraie prise de conscience de la complexité de ce type de rôle. Et cela étant dit, je veux dire, je n'oublie absolument pas l'équipe de développement et son importance dans le projet Scrum. Hein. Donc c'est toujours une équipe. Hein. Oui, vous parliez de commencer la transformation agile par le product owner. Je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment commencer par le product owner ou est-ce que vous pouvez entamer cette démarche avec le product owner et en parallèle, au même moment, entamer une démarche de transformation avec l'équipe de développement? Est-ce que ça a du sens par rapport à votre démarche? Oui, c'est exactement ce qu'on prévoit. Donc, il faut tout d'abord entamer une démarche globale.
product owner, équipe, management. Nous, ce qu'on disait, c'est surtout qu'il faut impliquer la communauté, créer cette communauté de product owner et l'impliquer dès le début si on veut que cette transformation soit surtout pérenne, qu'elle réussisse et surtout qu'elle soit pérenne. Mais la transformation, elle doit démarrer, si on utilise un petit peu du bas vers le haut et du haut vers le bas, mais dans tous les sens. Et ça a du sens. Oui, bien sûr. Non, la seule chose que je voulais dire, c'est il n'y a pas une idée de séquencement qu'on disait. Il ne faut pas qu'on pense au métier, enfin au product owner, celui qui est le sponsor finalement, celui ou le bénéficiaire de ce que Scrum réalise après. On peut commencer un parallèle, parce que si on commence un parallèle, et finalement, oui, comment on rassure le client, le métier, le product owner, parce qu'on a un résultat qui marche tout le temps, d'une façon. Donc, si l'équipe de développement n'est pas là pour le livrer, ça reste une théorie. Mais on croit très fort que si on commence de dire on va commencer par l'IT pour voir ce que ça donne, finalement on risque plus de créer des silos agiles ou des petits ghettos agiles qui ne sont pas comprises par le reste de l'organisation et surtout par le métier qui doit être demandeur. Finalement, j'y crois dans cette méthode et puis je m'engage de collaborer avec vous parce que Scrum dit l'implication du client elle est très importante, elle est nécessaire. C'est une condition nécessaire. Oui, mais finalement, si on lui a pas trop expliqué qu'est-ce que ça veut dire être impliqué et quelles sont ses responsabilités, finalement, on crée un espèce de paroi, de mur entre l'équipe de développement agile et le product owner. On me dit que le temps est fini. Je vous remercie. N'oubliez pas le feedback d'or. Sinon, vous pouvez aussi, on a des post-it. Et ce que je voulais vous dire, pour tout ce qui est transformation, on a le flyer de la présence de Linda Rising, si vous voulez vous inscrire. Voilà. Merci.